Comment réussir sa vie au Québec? Ce que le titre de ce balado sous-entend, c'est qu'on peut échouer sa vie au Québec. Et ici, je ne parle pas seulement de réussite matérielle, mais aussi de ressenti. Donc, je vais vous donner des conseils en tant que quelqu'un qui enseigne le français à des étrangers, mais aussi parce que j'ai vécu moi-même à l'étranger et j'ai beaucoup appris de ces expériences. Le chemin de l'immigration et de l'expatriation peut se solder par trois résultats différents, on pourrait dire. La décision de retourner dans son pays d'origine ou de partir vivre ailleurs, l'adoption du pays d'accueil et l'adaptation positive à sa culture. Et finalement, le pire scénario serait de rester dans le pays, mais de rejeter la culture d'accueil, donc un manque d'adaptation, sans nécessairement retourner dans son pays. Autrement dit, soit on reste ou soit on part, et si on reste, on peut être heureux ou on peut être malheureux. Ça ne veut pas dire que si on quitte le pays, que l'on est malheureux dans ce pays. Il y a plein de raisons qui peuvent nous pousser à retourner dans notre pays d'origine ou aller vivre dans un autre pays. Mais si on décide de rester, on peut soit s'adapter, s'acclimater à ce pays ou manquer de moyens et échouer finalement dans notre démarche, ce qui peut mener à beaucoup de déception et de ressentiment. Donc, l'objectif dans le cas du Québec est de rester et de s'adapter positivement. C'est ce que j'appellerais réussir sa vie au Québec. Une bonne partie de mes abonnés habitent au Québec et veulent améliorer leur connaissance du français québécois et leur compréhension de la culture québécoise. D'autres personnes ont comme projet de venir s'établir ici dans un futur plus ou moins proche. Et finalement, j'ai beaucoup d'élèves qui s'intéressent à la culture québécoise, qui viennent souvent passer des vacances ici ou bien travaillent avec des francophones au Canada. Dans tous les cas, je crois que vous allez trouver ce sujet intéressant car je vais aborder plusieurs questions universelles qui s'appliquent non seulement au Québec, mais à l'expérience de vivre dans n'importe quel pays en tant qu'immigrant. Ah, mais le Québec n'est pas un pays. Je vous entends déjà dire ça, et dès que je compare le Québec à d'autres pays, comme la France ou les États-Unis, il y a un petit malin qui me laisse un commentaire en disant « Oui, mais le Québec n'est pas un pays. C'est une province qui appartient à un pays qui s'appelle le Canada. » Et vous avez tout à fait raison. Le Québec aurait pu devenir un pays en 1995 lors du dernier référendum, mais nous avons voté contre la séparation avec le Canada, donc nous faisons encore partie du Canada. Par contre, les Québécois veulent qu'on reconnaisse le Québec comme une nation distincte. Le terme nation ne veut pas nécessairement dire pays, mais un groupe de personnes vivant dans un même pays et partageant les mêmes cultures, les mêmes traditions ou dans un même endroit. C'est pour ça qu'on parle de nation québécoise. Quand on me fait remarquer que le Québec n'est pas un pays, c'est parce qu'en fait, ceux qui disent ça aimeraient qu'on arrête de faire comme si c'était un pays. Ils voudraient bien que les Québécois reconnaissent qu'ils sont Canadiens et acceptent le fait qu'ils font partie d'un ensemble qui s'appelle le Canada. Je comprends ce sentiment, mais il faut aussi comprendre que de simplement dire que le Québec n'est pas un pays n'est pas suffisant pour effacer les difficultés particulières auxquelles un immigrant ou un Canadien d'une autre province va faire face en s'établissant ici. Par exemple, si un Canadien de Calgary déménage à Vancouver, les changements ne seront pas drastiques. On ne peut pas vraiment parler d'expatriation ou de rien qui s'approche à ce que vivent les immigrants qui viennent de l'Asie ou de l'Afrique, qui s'installent dans la même ville de Vancouver. Pour le Canadien de Calgary, c'est simplement un changement d'adresse, une question de s'habituer à une nouvelle province. Par contre, ce même Canadien qui déciderait de s'installer au Québec aurait une toute autre expérience. Le fait est que le Québec fonctionne principalement en français, et même si l'on veut faire fi de cette réalité, la pression est énorme pour que les nouveaux arrivants apprennent le français, même s'ils viennent d'une autre province. À cause du fait que le Québec est francophone et a une culture distincte, le sentiment de dépaysement sera beaucoup plus fort pour le Canadien qui vient vivre au Québec comparé à son expérience dans une autre province canadienne. Donc, on pourrait dire, bof, c'est pas grave, j'ai pas besoin d'apprendre le français et de m'intéresser à la culture québécoise car je suis au Canada. Le Québec n'est qu'une province. Mais cette attitude ne changera pas les faits. Elle ne rendra pas votre vie plus facile. Au contraire, elle va faire en sorte que vos chances de réussite dans votre nouvelle province d'adoption, le Québec, seront beaucoup plus basses. Et ça peut mener à plusieurs frustrations. Déménager au Québec, que ce soit d'un autre pays ou d'une autre province canadienne, implique le fait de devoir s'adapter à une nouvelle langue et à une nouvelle culture. Autrement dit,
On n'est pas dans un autre pays, mais on a un peu l'impression d'être dans un autre pays. Je n'ai pas dû devoir m'adapter à la culture du Québec car je suis né ici. Par contre, j'ai vécu dans plusieurs pays et j'ai passé un total de 6 ans à l'étranger, sans parler de nombreux voyages que j'ai faits à travers le monde. Les voyages, à eux seuls, m'auraient pas donné la compréhension particulière que j'ai et de ce que vivent les expatriés, car l'expérience du voyage est par définition temporaire. Mais parce que j'ai déménagé à l'étranger avec l'espoir d'y rester pour longtemps, même pour toujours dans certains cas, je comprends ce que peuvent ressentir les gens qui viennent s'établir au Québec. J'ai vécu en Californie durant presque 3 ans. J'ai vécu au Costa Rica pour un total de 2 ans, mais pas de façon consécutive. Par contre, j'ai choisi d'y déménager et j'ai vécu à Vancouver durant 1 an et demi. Pour les États-Unis, j'étais dans le début de la vingtaine. Je suis allé là-bas et j'avais vraiment l'intention d'y rester, mais comme à la fin de mon séjour, j'avais épuisé mes possibilités de rester là-bas de façon légale, je suis revenu ici. Mais je serais probablement resté si j'en avais eu la possibilité. Est-ce que je ferais la même chose aujourd'hui? Non, absolument pas. Je n'ai pas envie d'aller vivre aux États-Unis, mais à l'époque, la Californie m'attirait beaucoup. Finalement, c'était comme un peu le paradis sur Terre à l'époque pour moi. Pour le Costa Rica, j'avais une autre motivation. J'avais déjà un travail que je pouvais faire à distance et je me sentais libre d'explorer l'idée d'aller habiter dans un autre pays ensoleillé. Donc, j'étais un peu comme ce qu'on appelle un nomade numérique aujourd'hui, avant que le terme n'existe vraiment. C'est à cette époque que j'ai découvert la communauté des expats, des expatriés. Les expatriés américains, canadiens ou européens qui s'installent à l'étranger, souvent parce qu'ils ont atteint l'âge de la retraite et cherchent une vie meilleure que ce qu'ils pourraient obtenir avec leur pension dans leur pays. Par exemple, un retraité américain disposant d'une pension annuelle de 2 000 $ se sentira limité financièrement aux États-Unis. Mais en s'installant en Équateur ou en Asie du Sud-Est, cette somme est suffisante pour avoir une vie luxueuse et confortable. À l'époque, j'étais abonné à un magazine qui s'appelait International Living et qui dépeignait une image très positive de la retraite à l'étranger. Et je me disais, quoi de mieux que de vivre dans un pays où on peut cueillir les fruits directement de l'arbre et d'avoir du soleil toute l'année, de passer ses journées à nager dans l'océan, à sauter dans des piscines rafraîchissantes, sous des chutes, après avoir couru sur la plage. Et ça me semblait très séduisant. Malheureusement, j'ai trouvé que la réalité était un peu différente. Il n'y a pas d'endroit parfait et c'est ce que découvrent tous ceux qui tentent leur chance à l'étranger. En passant, le mot expatrié a une certaine connotation. Un expat, c'est quelqu'un qui choisit de vivre ailleurs, souvent d'un pays riche comme le Canada, les États-Unis ou l'Allemagne. Par contre, quand un Mexicain ou un Philippin s'installe aux États-Unis, c'est un immigrant. Donc, je pense qu'il y a un petit marqueur social dans la décision d'utiliser le terme expatrié plutôt qu'immigrant, mais en français, les mots sont très similaires. Parlons un peu du choc culturel. Quand on découvre une nouvelle culture pour la première fois, tout est merveilleux. On vit l'étape du choc culturel, la première étape qui est la lune de miel. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on entre dans la deuxième étape qui est le choc à proprement parler. Donc, on commence à se rendre compte de toutes les différences et des nouvelles choses qui nous dérangent dans notre nouveau pays. On commence à réaliser l'ampleur de ces différences et de ces difficultés qu'on n'avait pas envisagées au départ. Et on commence à se sentir isolé. On commence à avoir le mal du pays. Le choc culturel peut mener à une acceptation positive de la nouvelle culture. On peut s'acclimater et commencer à aimer notre nouvelle vie, ou ça peut conduire à l'amertume, à la dépression et au regret. C'est à ce moment-là qu'on pense à rentrer chez nous. Le choc culturel est une chose réelle et la meilleure façon de le gérer est d'en être conscient et de savoir qu'il va se produire, ne pas le nier, se préparer à l'affronter et savoir que ce qui peut sembler merveilleux à propos d'un nouveau pays peut rapidement se transformer en dégoût. Donc, pour résumer, il y a 4 phases au choc culturel. La lune de miel, où tout semble parfait. La période de choc, où on commence à réaliser les petites différences qui commencent à nous déranger. La période d'ajustement, où on commence à composer avec notre nouvelle situation, apprendre les subtilités de la culture locale. Et finalement, la maturité qui peut avoir 2 résultats, positifs ou négatifs. Soit on développe un sens de biculturalisme, où on se sent chez soi,
même plus, dans le nouveau pays que dans son pays d'origine, mais si c'est négatif, on conserve une amertume qui ne disparaît jamais. Il y a plein de gens qui se lancent dans ce projet sans se rendre compte dans quoi ils s'engagent. Plusieurs finissent par être brûlés ou désillusionnés. Et parfois, ils restent dans le pays parce qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens de rentrer chez eux, même s'ils aimeraient le faire. Quand j'ai vécu au Costa Rica, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui m'ont raconté leur expérience et les récits d'autres expatriés. Souvent, c'était pas beau à voir. Les gens tombaient dans de graves problèmes comme la dépression, la solitude et l'alcoolisme. Sans aller jusque-là, il y a des personnes qui vont développer une forme d'agressivité face à la culture locale ou au gouvernement du pays. Ils ne se sentent pas acceptés. Ils vont souvent tomber dans un discours négatif. Ils vont se lancer dans des diatribes contre tout ce qui, selon eux, ne tourne pas rond dans leur pays d'adoption. Déménager à l'étranger, ça demande beaucoup d'énergie et de confiance en soi. Même si on a beaucoup de courage, on peut faire face à des situations où on se sent dépourvu de moyens pour faire face aux choses les plus élémentaires de la vie, comme la signature d'un bail, la langue, l'achat de médicaments ou bien l'obtention d'un permis de conduire. Les difficultés peuvent également s'accumuler rapidement, aggravant la situation, par exemple le manque de possibilités professionnelles et la difficulté d'apprendre la langue. Finalement, ce qui aggrave encore plus les choses, c'est le manque de soutien et le fait d'être loin de sa famille et de ses amis. Quand on va vivre dans un autre pays, surtout quand c'est un endroit magnifique comme le Costa Rica, on va inviter sa famille à venir nous rendre visite. Et certaines personnes vont nous rendre visite, mais la plupart ne viendront pas et ceux qui le font viendront de moins en moins avec le temps. Donc, on se dit qu'on va retourner à la maison une fois par année pour rendre visite à nos amis, à notre famille. Et on va le faire les premières années, mais à partir d'un certain temps, ça devient trop cher et trop lourd et finalement, on ne le fera pas chaque année. Plus le temps va passer, plus on va se sentir déconnecté de son pays d'origine. Quand on revient en visite, on peut ressentir un choc culturel inversé. C'est-à-dire que c'est maintenant notre pays d'origine qui semble être un peu étrange, loin de notre réalité, de moins en moins comme chez soi. Zoom ou Skype est une invention géniale pour rester en contact avec la famille, mais ça remplacera jamais l'interaction personnelle, c'est-à-dire dans la même pièce, en personne, qu'on peut avoir quand on habite dans un lieu à une distance raisonnable. Donc, si vous venez habiter au Québec, vous devez accepter le fait que vous allez perdre le contact régulier avec vos amis et votre famille. Ça fait partie du processus. Donc, voici quelques solutions pour réussir sa vie au Québec. Bien apprendre la langue, ça c'est super important. Tout le monde s'entend sur le fait que l'on doit apprendre la langue du pays où l'on habite. Et même si le Québec n'est pas un pays, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, il faut faire un peu comme si c'était un pays. En tout cas, il faut apprendre la langue. Mais je vais aller un peu plus loin et affirmer que c'est pas suffisant d'apprendre la langue. Il faut aspirer à une certaine maîtrise de la langue. Quand j'habitais au Costa Rica, j'ai remarqué que plusieurs expatriés arrivaient seulement à communiquer dans un espagnol rudimentaire. Autrement dit, ils ont fait l'effort de l'apprendre et ils pouvaient faire leurs courses, communiquer avec les ticos, les Costaricains, pour régler leurs factures d'électricité, payer leur loyer et survivre dans les situations de la vie quotidienne. Par contre, leur espagnol n'était pas suffisant pour avoir de longues conversations sur la politique, pour lire les journaux locaux et s'impliquer dans des activités communautaires, comme par exemple enseigner autre chose que l'anglais. Cette connaissance plus limitée de la langue renforce le sentiment de bulle. Le monde extérieur avec lequel on doit interagir fonctionne en espagnol, mais la bulle d'expatrié est la maison où l'on parle anglais avec son ou sa partenaire. C'est aussi le bar où d'autres expatriés se rencontrent, où tout le monde parle anglais ensemble. Ça, c'est la réalité du Costa Rica. Le problème est que la bulle est une forme d'isolement. On sent qu'on ne fait pas tout à fait partie de la culture qui nous entoure. On dépend en grande partie de la possibilité de parler anglais. La même chose peut arriver au Québec. On peut apprendre le français assez pour se débrouiller, comme on dit, mais pas assez pour avoir ce sentiment de biculturalité dont je parlais, qui est important pour s'adapter positivement à une culture. À Montréal, on peut vivre plus ou moins sans parler français. Mais on vivra dans une bulle anglophone. Le reste du Québec va sembler un peu inaccessible et on aura ce sentiment de séparation qui n'aiderait pas à se sentir chez soi. Donc, mon conseil est de ne pas s'arrêter à l'apprentissage élémentaire du français. Si vous écoutez ce balado, c'est que vous êtes déjà rendu beaucoup plus loin, mais il faut continuer. Plus on se sentira à l'aise avec la langue, plus on se sentira à l'aise dans la culture. Et parlant de culture, il faut
faire des efforts pour découvrir la culture. Je vous conseille d'aller un peu plus loin que de simplement vous contenter de regarder quelques films québécois et de connaître quelques artistes. Voici quelques idées. Prendre un cours d'histoire pour comprendre l'histoire du Québec. Vous pouvez prendre un cours à l'université, acheter un livre audio ou visionner des documentaires. Plus vous en apprendrez sur l'histoire, mieux vous comprendrez le Québec d'aujourd'hui. Aller au théâtre. Ça fait longtemps que je dis ça à mes élèves. Allez au théâtre, même si ça peut paraître un peu difficile. Pourquoi? Parce que vous allez découvrir un autre niveau de la langue, celle qui est maniée en temps réel par des artistes talentueux. C'est une expérience qui va vous connecter avec la culture plus que d'autres formes d'art parce que c'est direct et devant vous et en même temps la langue est mise en valeur. Regardez des films et des séries québécois. Comme partout, il y a des produits culturels meilleurs que d'autres. En tout cas, il y en a pour tous les goûts. Dans mon infolettre sur mon site www.frenchwithfrederick.com, tous les vendredis, je vous envoie des suggestions de culture québécoise, de films, de séries, de romans, etc. Assister à des événements. Oui, on peut découvrir le Québec à travers les livres, les vidéos, les balados, mais la vie, c'est en personne que ça se passe. Le théâtre est une excellente idée, mais il y en a d'autres. Par exemple, les activités communautaires, au bureau le plus proche d'Accès Montréal. Vous y trouverez des calendriers de plein d'activités gratuites. Il y a aussi les festivals, il y a des conférences, des spectacles de musique et plus encore. Essayez activement de vous faire des amis. Ici, je vais répéter certains conseils que j'ai donnés sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez me trouver avec le nom French with Frederick. Premièrement, il faut accepter que c'est plus difficile de se faire des amis passé l'âge de 30 ans, 40 ans. Donc, il faut faire un effort supplémentaire. Par exemple, prendre des cours, comme je disais, à l'université en tant qu'étudiant libre. Choisir des cours en français et non seulement des cours pour apprendre le français. Par exemple, un cours d'histoire en français, un cours de littérature en français, un cours de cinéma en français. Parler à tout le monde, ça c'est le plus important. Parler aux gens dans les cafés, dans la rue, poser des questions, briser la glace. Parler même si on se sent mal à l'aise de le faire. Participer à des activités communautaires ou faire du bénévolat et utiliser des sites comme Meetup pour trouver des rencontres en groupe qui se passent et des activités de groupe. Explorer le Québec. Je suis souvent surpris quand je rencontre quelqu'un qui habite au Québec depuis longtemps et qui ne connaît pas le nom des différentes régions au Québec. Voici les régions du Québec. Combien en connaissez-vous? Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Centre du Québec, Chaudière-Appalaches, Côte-Nord, Estrie, aussi connu sous le nom de Canton de l'Est, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Lanaudière, Laurentides, Laval, Mauricie, Montérégie, Montréal, Nord du Québec, Outaouais, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je ne suis pas allé dans toutes ces régions, mais j'en ai visité plusieurs et je les connais toutes de nom. Je sais plus ou moins où elles se trouvent. Étant donné qu'on utilise souvent le nom de ces régions pour parler du Québec, par exemple à la télévision, je vous conseille de vous informer pour en apprendre plus sur le Québec et ses régions. Une bonne façon de faire ça est d'acheter un petit guide de voyage, idéalement un de ceux qui sont produits au Québec pour le marché du tourisme local. Et évidemment, plus on voyage à l'intérieur du Québec, plus on va sentir que l'on connaît mieux la province. Et finalement, ne pas comparer son expérience à celle des autres. Ça peut paraître évident, mais ça vaut la peine de le mentionner. Chaque personne va vivre le choc culturel d'une façon complètement différente. Certaines personnes vont s'habituer plus vite que d'autres. Donc, il ne faut pas se comparer à vos amis, aux autres personnes que vous connaissez. Il faut juste accepter que votre expérience est unique. Ça va prendre le temps que ça va prendre pour passer au travers. Il faut toujours du temps pour s'adapter à quelque chose de nouveau. Donc, soyez patient et continuez d'apprendre.